Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Et j'ai voulu absolument refaire un podcast sur la péridurale. Et j'ai eu la chance d'avoir un super anesthésiste qui a pu répondre aux différentes questions qu'on se posait et aussi vous donner plus de précision sur exactement comment ça se passe. Et vous savez, je le pense très souvent, on ne vous dit pas tout et parfois même on raconte des choses qui sont basées sur des croyances sur les anciennes péridurales. Par exemple, on va vous dire que la péridurale augmente les complications et l'instrumentalisation pendant l'accouchement, donc par exemple forceps, ventouse, simplement pourquoi ? Parce que il y a un certain temps, les péridurales étaient beaucoup plus dosées et donc les femmes sentaient très très peu, plus du tout, étaient anesthésiées même très très haut, dû au dosage au début des péridurales. Et donc effectivement, dans ce cas-là, comme elle ne sentait rien, elle avait du mal à participer à l'accouchement et donc il y avait de l'instrumentalisation qui devait être faite pour pouvoir faire sortir bébé. Mais vous allez comprendre avec cet épisode, grâce à Arnaud, qui va bien nous expliquer ce qu'il en est réellement actuellement, aujourd'hui, dans les salles d'accouchement. Et donc ça va être très intéressant pour vous d'avoir les vraies bonnes informations. Ce qui est intéressant, c'est que mon objectif à moi, c'est, vous l'avez très bien compris, je pense maintenant si vous écoutez tous mes podcasts et que vous me suivez sur Insta, c'est je ne veux en aucun cas vous convaincre que la péridurale c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas du tout l'objet de mes podcasts, c'est vraiment de vous donner les bonnes infos des bonnes personnes concernées en toute transparence pour pouvoir faire des choix éclairés et que vous puissiez à un moment donné vous dire moi je vais prendre telle ou telle chose, je vais faire tel ou tel choix parce que, et vous avez vos arguments, vous avez été chercher les bonnes informations. Et j'ai envie de vous dire aussi quelque chose, vous avez le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. Vous avez le droit de vous dire je veux faire un accouchement sans péri, puis au final vous dire je vais peut-être en prendre une, et vous avez le droit de vous dire je veux un accouchement avec péri, et puis peut-être que vous allez dire à un moment en fait non, je le gère bien. Peu importe. Sachez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que vos choix qui sont les meilleurs pour vous. Et j'ai toujours, c'est très compliqué de faire des choix, un plan de naissance quand on vous parle de ça, ou même de prendre une décision. Imaginons que vous dites non, moi je vais aller à l'aveugle, je ne veux pas faire de plan de naissance. Eh bien, quand vous allez arriver à la maternité, on va des fois vous poser des questions, personne ne sait absolument prédire ce qui va se passer. Et donc, on va peut-être vous poser des questions, à certains moments, vous allez devoir prendre des décisions. Et c'est toujours mieux d'avoir pris les bonnes informations avant pour pouvoir prendre des décisions en se sentant bien, en accord avec elle-même, et pas pour faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'on pense que la péridurale, par exemple, peut nous rendre paralysés. On verra que c'est une croyance. L'anesthésiste ici, Arnaud, va bien vous expliquer comment c'est effectivement impossible d'avoir une paralysie par une péridurale. Et donc c'est très intéressant juste d'avoir les bonnes informations pour pouvoir vous dire ok, moi je veux que vous fassiez tous vos choix, pas par peur, pas parce qu'on vous a raconté quelque chose, pas parce que vous avez vu quelque chose sur les réseaux, mais parce que vous avez eu les bonnes informations, que vous vous dites ok, et que tout est possible, tout est envisageable dans vos choix et que les meilleurs choix, ce seront les vôtres. Peu importe comment vous vivez votre accouchement, l'important c'est de se réapproprier et de comprendre ce qui va vous arriver. Quand on va vous proposer tel ou tel outil, vous puissiez vous dire ok, ça me convient, ça je sais ce qui va m'arriver. Et donc ici il va pouvoir vous expliquer aussi en détail de A à Z comment se passe cette intervention-là, le temps que ça dure, qu'est-ce qui se passe, pour que vous puissiez vous préparer de A à Z aussi et de savoir que si ça vous arrive, voilà le déroulement. Et donc on sait aussi que plus vous allez être rassuré et détendu à l'arrivée de la maternité, plus le travail va pouvoir s'activer. Donc l'objectif aussi, c'est d'enlever un maximum de mystère ou de stress pour arriver à la maternité, pour simplement me dire, ok, si je vais au bloc avec une césarienne, voilà comment ça va se passer. Si j'ai une péridurale, voilà comment ça va se passer. Si j'ai pas de péridurale, voilà comment ça va se passer. Et donc c'est vraiment mon objectif, c'est vous donner tous les éléments. Et évidemment,
personne ne sait ce qui vous convient mieux que vous et aussi sur le moment. N'oubliez pas de nouveau, vous pouvez changer d'avis, c'est pas parce que vous avez fait votre plan de naissance que c'est pas possible de le changer. Et je dirais que c'est ça le plus gros travail d'une préparation à la naissance, c'est d'être capable de se dire « Ok, je vais le vivre bien, quoi qu'il arrive, et je serai capable de prendre mes décisions parce que j'ai eu toutes les bonnes infos avant et que je ne serai pas frustrée parce que je saurai ce qui me convient et que si c'est pas possible, je sais qu'il y a d'autres alternatives qui existent pour m'aider. » Voilà, là je vous laisse dans l'interview avec Arnaud, l'anesthésiste. Je suis très heureuse d'avoir pu l'accueillir dans le podcast et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup aussi. d'avoir accepté l'invitation de l'interview. J'avais fait un petit podcast sur la péridurale, mais c'est vrai que je n'ai aucune expertise dedans, donc c'est très très chouette de t'avoir. Ça va être très riche, je pense, pour tout le monde de pouvoir entendre ta voix et ton expertise. Donc déjà, un grand merci. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Voilà, donc je m'appelle Arnaud et je suis anesthésiste à Charleroi. Ok. Voilà, je suis très content de faire le podcast aujourd'hui. Ah, trop chouette, ça va être super. Alors, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous expliquer un peu comment ça se passe de A à Z, un petit peu, par les consultations, comment se passe la pose d'une péridurale de façon globale, générale, quelles sont les procédures ou comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et après, si j'ai des petites questions, peut-être que on ira un peu plus dans certains trucs. Ouais. Donc la péridurale, juste pour rappel, c'est un petit cathéter très long et très fin qu'on va poser dans l'espace péridural, qui a un espace quand on va vers la colonne vertébrale, qui est le premier espace qu'on rencontre après les ligaments, et dans lequel se trouve de la graisse des vaisseaux sanguins et où sortent les nerfs de la moelle épinière, quoi. Ok. Donc c'est dans cet espace-là qu'on va mettre le cathéter, par lequel on pourra injecter des anesthésiques locaux qui vont remplir l'espace et endormir les nerfs qui sortent par là. Ok. Il ne faut pas confondre avec l'espace qui est juste après, qui est séparé par la dure mère, donc un autre ligament dans lequel se trouve la moelle épinière. Oui, les gens ont peur des fois les gens ont peur de ça. Et le liquide céphalorachidien. Okay. Donc c'est l'espace juste avant. Et pour donner un ordre de grandeur, les doses qu'il faut pour endormir les nerfs dans l'espace péridural par rapport à l'espace intratécal juste après, c'est 10 fois. Ah oui. C'est 10 fois, ouais. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Oui. Donc voilà. Donc comment ça se passe concrètement? En général, nous on voit les patientes, s'il n'y a pas eu de problème particulier pendant la grossesse, problème de coagulation ou autre, on les voit au moment de mettre la péridurale en salle d'accouchement quand elles le demandent. Okay. Quand la douleur est trop insupportable, qu'on estime que c'est le bon moment de mettre la péridurale. Et donc là, on commence par faire une petite anamnèse, on pose des questions à la patiente, on regarde le dossier, on demande les antécédents médicaux, chirurgicaux, les traitements qui sont pris, est-ce qu'il y a des problèmes de coagulation, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes d'allergie, etc. On réexplique bien ce que c'est la péridurale et les risques que ça peut comporter, les bénéfices. Et on s'assure que la patiente a bien compris tout ce qu'on a dit et qu'elle donne son accord. Sachant qu'elle est en travail. Sachant qu'elle est en travail, et donc c'est pas toujours évident. Et donc c'est vrai que c'est mieux si la patiente, en effet, elle s'est renseignée bien avant. Pas forcément via une consultation d'anesthésie, parce que ça ferait un peu beaucoup, mais par le biais d'une sage-femme ou de sa gynécologue ou d'un autre professionnel de la périnatalité. Donc après, dans la salle d'accouchement, ça se fait en général en position assise. Ça peut aussi se faire sur le côté si la patiente ne sait pas tenir assise à cause des douleurs ou pour une autre raison. Les jambes soit pendantes, soit en tailleur. Ok. Ouais. On désinfecte le dos pour faire ça de manière stérile. On va placer des champs stériles aussi sur le dos. Et puis on va prendre la position adéquate pour la péridurale. Donc c'est vraiment sortir le bas du dos vers l'arrière, un peu. Un dos rond, quoi. Un dos rond. Ouais. Et ça, on expliquera au moment même ce qu'il faut faire. Ensuite, nous, on va appuyer assez fort dans le dos pour prendre le repère du bon niveau auquel on veut faire la péridurale. Sur les épineuses? Sur les épineuses, on palpe assez fort. Okay. Et puis on fait une anesthésie locale pour endormir la peau. Donc c'est à quoi, un petit spray? Sinon c'est avec une aiguille. Ah, quand même, une petite aiguille pour endormir la peau au niveau de la... C'est surtout la peau qui est sensible et un petit peu en profondeur aussi. Ok. Comme ça, après ça dort. Nous, on a pas mal de matériel à préparer. On a préparé le cathéter en lui-même,
les aiguilles, etc. Donc ça prend un peu de temps, faut pas s'inquiéter. Donc du coup, ça veut dire que techniquement, quand vous allez faire le vrai geste de la péridurale, la patiente est déjà endormie localement. Localement. Donc normalement, après quand on fait avec la vraie aiguille de péridurale, ben, c'est pas douloureux. On peut sentir qu'on travaille dans le dos, mais c'est beaucoup moins douloureux que les contractions, quoi. Moi, je le vois bien quand je le fais, c'est incomparable à ce que les femmes subissent pendant les contractions, quoi. Okay. Donc ensuite, on fait la ponction pour trouver le bon l'espace péridural. Et ça, on doit le faire en dehors des contractions. C'est pour ça qu'on demande aux patients de bien nous prévenir quand il y a une contraction. On attend qu'elle passe parce que quand il y a une contraction, déjà la patiente parfois elle bouge un petit peu. Idéalement, il ne faut pas du tout bouger, sinon c'est un peu délicat. Et quand il y a des contractions, l'espace il est rétréci, donc il est beaucoup plus difficile à trouver. Et on risque d'aller trop loin, ou il y a plus de chances d'aller dans un vaisseau sanguin aussi. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut attendre. Ouais. Il ne faut pas qu'elle la demande trop tard du coup, parce qu'il faut qu'elle soit un peu capable de gérer. Idéalement, il n'y a pas vraiment de critères définis pour vraiment, à partir du moment qu'elle peut mettre une péridurale. Donc il faut que la patiente soit en travail, ça c'est important, parce que ça arrive rarement, mais qu'on mette une péridurale alors que la patiente n'est pas en travail, puis le travail s'arrête complètement. Ça, c'est un peu gênant, mais ça n'arrive pas souvent. Donc après, il y avait des notions, il faut qu'on soit à 3 cm ou plus. Mais en fait, c'est pas forcément, il n'y a pas vraiment de critères de dilatation du col qui est bien défini, quoi. C'est vraiment à la demande de la patiente quand ça devient vraiment trop douloureux. Mais il faut qu'elle soit en travail. Il faut qu'elle soit en travail, ça, il faut qu'on soit sûr de ça. Voilà, donc après, une fois qu'on a trouvé le bon espace à l'aiguille, là, on va monter le petit cathéter dans l'espace péridural. Là, comme ça monte un peu le long dans l'espace, il y a des nerfs qui sont là. Ça peut un peu toucher les nerfs et ça peut provoquer des petites décharges électriques. C'est ça, moi j'avais une décharge dans la jambe qui fait pas mal du tout. Ça fait pas mal, c'est un peu bizarre. Et normalement, après, ça passe. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Voilà, après, on retire l'aiguille, il n'y a plus d'aiguille, il n'y a plus que le cathéter. Et nous, on doit tester à ce moment-là qu'il est dans le bon endroit. Il y a 2 endroits dans lesquels on ne veut pas qu'il soit. C'est un dans un vaisseau sanguin. Et ça, on peut voir parce qu'il y a un peu de sang qui revient dans le cathéter, ou qu'on l'ait mis trop loin dans l'espace intratécal, là, donc après la dure-mère. Et alors là, il y a du liquide céphalorachidien qui revient. Mais parfois, comme c'est un cathéter très fin, il n'y a rien qui revient. Et on fait quand même un petit test avant où on injecte un anesthésique local. Et alors, on peut voir 2 choses. Un, s'il est dans un vaisseau sanguin, on va avoir un peu des bourdonnements ou des sensations un peu bizarres transitoirement. Alors là, on sait qu'on n'est pas bon, on recommence. Ou alors, si on est trop loin, là, on va voir vraiment les gens qui vont s'endormir très très vite. Plus du tout avoir mal très très vite, mais ça, on doit le reconnaître très rapidement parce que si on met la même dose dans la péridurale que dans l'espace intratécal, on va l'appeler comme ça, ben ça, c'est très dangereux, quoi. Donc ça, on fait un petit test. Après, on fait le pansement. Après le pansement, on réinstalle la patiente sur le dos en position semi-assise. C'est une position qu'elle devra garder pendant 30 minutes pour être sûr que le liquide, l'anesthésique local diffuse bien des 2 côtés. Et après, on va mettre quand si tout va bien, le test est bien négatif, on va mettre le bolus, la première dose. Une fois qu'on injecte ça, ça met 15 à 20 minutes pour vraiment bien agir. Donc là, à ce moment-là, on sent encore les contractions. D'accord, pendant 15 progressivement, elles vont être plus courtes et moins intenses. Et puis, à la fin, quand ça agit bien, soit on ne les sent plus du tout pendant un petit temps, puis on les ressent, mais ça fait pas mal. Soit on sent que ça se contracte, mais c'est pas douloureux. Ça, c'est l'idéal. Et après, pour que ça reste efficace dans la durée, tout le temps du travail et de l'accouchement, on va brancher en général une pompe qui va continuer à mettre du produit régulièrement, soit en continu, soit toutes les heures, ça remet un bolus, quoi, un certain volume d'anesthésique locale. Et alors, si ça ne suffit pas, on donne souvent à la patiente une petite manette qu'elle peut appuyer pour avoir une dose supplémentaire, quoi. Parce que si le travail avance, ça se peut que ça recommence à être douloureux. Plus douloureux. Et donc, si c'est plus douloureux, elle peut appuyer elle-même. Elle peut appuyer elle-même. Une fois. Souvent, c'est une fois ça dépend des protocoles, ça dépend des hôpitaux, des pompes, etc. Une fois toutes les 15 minutes, une fois toutes les 20 minutes, une fois toutes les demi-heures. Ça dépend un petit peu. Et si ça ne suffit pas, nous, on nous rappelle et on vient voir ce qui ne va pas. Et si on ne fait pas un bolus nous-mêmes avec un autre produit, on ajuste alors. Et alors, la première demi-heure, on surveille quand même de près
la patiente, on prend la tension toutes les 5 minutes, le rythme cardiaque, et on surveille bien le rythme du bébé pour être sûr que tout va bien. Ok. Et puis voilà, Après, c'est parti. Après, c'est parti. Et du coup, si elle a mal, elle va appuyer juste, comme je disais, une fois, c'est comme tu disais, toutes les 15-20 minutes, plus ou moins, ça va dépendre évidemment de son état et de plein d'autres paramètres. Mais elle ne doit pas appuyer plusieurs fois. Non, parce que souvent, on appuie une fois, puis ça bloque le système. Ah, c'est ça, c'est fait, ok. Donc on entend souvent, on appuie, ça dépend des systèmes, ça dépend des pompes, mais quand on appuie, on entend que ça met le produit, ça fait un petit bruit. Et quand on appuie, qu'il ne se passe rien, c'est qu'on est dans la période réfractaire, de sécurité en fait, de la pompe pour pas surdoser la péridurale. Voilà. Ok. C'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y a des contre-indications, des choses Oui, il y a des contre-indications. Ouais, donc il y en a plusieurs. Il y a en un, je dirais, c'est les troubles de la coagulation. Ok. Donc c'est un taux de plaquettes beaucoup trop bas ou un autre problème de coagulation, une hémophilie. Et ça, en général, c'est vérifié un petit peu avant. Mais avec ça, le gynéco. normalement, les gynécos, souvent, ils font une prise de sang Ok. vers la fin de la grossesse ou même au début pour voir ça. Et si vraiment on détecte un problème, alors souvent, ils nous envoient en consultation chez nous et éventuellement aussi chez un hématologue pour mettre au point c'est quoi vraiment le problème, est-ce qu'il y a un traitement, est-ce qu'on pourrait mettre une péridurale ou pas. Si on décide à l'avance, si on ne peut pas, bon, il y a des alternatives à la péridurale qui sont un peu moins efficaces, mais il y a par exemple le protoxyde d'azote inhalé. C'est ça. C'est le gaz hilarant ou pas du tout? C'est le gaz hilarant qu'on peut inhaler juste au moment des contractions, Ok. ça existe. Il y a aussi des infusions d'opiacés qu'on peut faire, mais ça se discute au moment même. Et voilà, disons qu'il y a des alternatives qui sont moins efficaces, mais qui peuvent quand même soulager un peu la patiente dans le cas d'une contre-indication. Les autres contre-indications, il y a s'il y a une infection locale. Ok, oui. Il y a si la femme elle a une hémorragie sévère ou qu'elle a une instabilité hémodynamique, on dit, mais donc si elle est vraiment déjà hypotendue, etc. Ça peut être aggravé par la péridurale, alors on évite, mais bon, ça c'est pas dans le cadre d'un travail normal, on va dire, donc c'est un cas un peu à part. Il y a certaines opérations du dos où on ne peut pas mettre de péridurale, c'est quand on a ça s'appelle une laminectomie lombaire, mais c'est qu'on a enlevé le ligament qui nous sert de repère pour trouver l'espace, parce qu'à ce moment-là, on ne va plus jamais trouver l'espace, on va aller directement trop loin. Okay. Mais si c'est juste, par exemple, à un niveau, nous, on peut piquer sur plusieurs niveaux dans le dos. Donc, si tout le dos a été opéré de cette opération, on ne peut pas mettre de péridurale, mais parfois, on peut piquer au-dessus ou en dessous. Ok. Voilà. Une contre-indication relative aussi, c'est s'il y a une barrière linguistique totale ou vraiment un problème de compréhension, comment on doit pouvoir communiquer avec la patiente. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment bien traduire ou qui peut... Enfin, si la patiente ne peut pas nous expliquer ce qu'elle ressent, si elle ne comprend pas bien ce qu'on fait, c'est un peu délicat, c'est un peu dangereux. Oui, d'accord. Donc bon, parfois on met, mais ce n'est pas vraiment indiqué. Enfin, ça a une contre-indication. Il vaut mieux qu'il y ait une bonne communication. Quoi. Et alors, par exemple, les scolioses sévères, ce n'est pas une contre-indication, on peut le faire. Techniquement, ça va être plus difficile, ça peut prendre plus de temps. Parce que la péridurale, parfois ça va très vite, mais parfois c'est difficile pour nous, ça prend plus de temps. Et alors, même si on met dans le bon espace, comme le dos est tout, comme il y a une scoliose, parfois le liquide ne diffuse pas du tout. De façon équivalente. De façon équivalente, et souvent c'est une péridurale un peu partielle et donc ça ne fonctionne pas très très bien malheureusement. Mais c'est pas une contre-indication, mais disons on sait que ça va être plus difficile et potentiellement moins bien fonctionner. Ok, ouais. Voilà. Logique. Et voilà, sinon. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est le même type d'anesthésie si, par exemple, elle est en travail et qu'on lui dit, elle a tenu jusque-là sans anesthésie, on lui dit, bon, imaginons, il y a une souffrance fœtale ou peu importe, on doit passer au bloc pour faire une césarienne. Ouais. Ça va être le même type de procédure? Pour la césarienne? Ouais. Pour la césarienne, s'il n'y a pas encore eu de péridurale, alors on fait ce qu'on appelle une rachianesthésie. C'est un peu la même installation, c'est les mêmes préparatifs pour la patiente, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre dans l'espace péridural, on va prendre une aiguille beaucoup plus fine et aller dans l'espace plus loin, un peu plus loin, intratécal, où on une autre dose d'un autre produit, souvent, qui agit plus vite et plus fort, et qui est du coup directement adapté pour la césarienne. Sans anesthésie beaucoup plus du coup. Ouais, beaucoup vraiment, plus, beaucoup plus fort. Par contre, si on a déjà une péridurale en place et qu'on doit avoir une césarienne, alors là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on réinjecte, surtout si il faut que la péridurale fonctionne bien. Si elle ne fonctionnait pas bien, alors c'est un peu délicat. Si elle fonctionnait bien, on réinjecte un autre anesthésique plus puissant dans la péridurale pour remonter le niveau de la péridurale et aussi l'intensité de la péridurale. Ok.
pour pouvoir faire la césarienne. Et une fois qu'elle a terminé son travail, qu'elle a mis son bébé au monde, par exemple, et qu'on arrête et qu'on lui enlève, est-ce que ça dure un certain temps? Combien de temps elle peut marcher, par exemple? Bon, les produits qu'on a mis, ça dure souvent, disons une fois qu'on arrête la péridurale, ça dure encore 2-3 heures. C'est ça. Dépend un peu Donc pas trop se lever trop vite, quoi. Non, il ne faut pas se lever trop vite. Et le premier lever, quand on a une péridurale ou quoi, c'est toujours avec une sage-femme pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute. Quelqu'un qui surveille, quoi. Même si maintenant, par rapport à il y a 20 ans, par exemple, on utilise des concentrations d'anesthésiques locaux qui sont beaucoup plus faibles qu'avant. Avant, les péridurales, il y a 30-40 ans, c'était très puissant, les jambes dormaient toujours, on ne sentait plus vraiment le bébé, on ne sentait plus rien. Et alors, les femmes n'avaient vraiment pas du tout de douleur, mais ça augmentait le risque d'instrumentation, donc plus de forceps ou de ventouses, etc. Et ça augmentait peut-être un petit peu la durée de la phase d'accouchement, quoi. Que maintenant, avec cette façon-là de procéder, donc on sent un peu plus les contractions, qui normalement ne sont plus douloureuses, mais on peut sentir quand même une pression assez forte. Mais on garde la force, donc on peut encore pousser. C'est ça. Et il y a moins de risque d'avoir des ventouses ou des forceps à cause de la péridurale. Et on a remarqué dans les études que ça augmentait la satisfaction maternelle. Elle est plus capable d'accueillir. Elle sent mieux. Voilà. Et donc ça, du coup, ça dort. Le bas du corps, il dort surtout au niveau des sensations douloureuses. Donc si on fait une césarienne, c'est pas assez puissant, quoi. C'est pour ça qu'on doit alors injecter un autre anesthésique et plus concentré pour que ça fasse effet pour endormir vraiment. Plus fort, là. Et du coup, est-ce qu'on peut manger? Donc ça aussi, ça a un peu changé récemment, je dirais, parce que moi, on m'a appris aussi qu'une fois qu'on avait mis la péridurale, il fallait plus manger. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est pas vraiment en lien avec la péridurale, c'est plus au cas où après on doit avoir une césarienne sous anesthésie. C'est ça. Alors le risque d'inhalation, le risque est augmenté. C'est normalement d'être à jeun pour une anesthésie générale, mais enfin le risque d'avoir ça est très faible. Et maintenant, c'est plus recommandé de ne plus manger, en fait. Maintenant, donc on est supérieur, on n'a pas spécialement. Une fois qu'on met la péridurale, faut attendre une demi-heure, 1 heure avant de manger, en tout cas, boire aussi. Et puis, on peut manger légèrement. C'est ça, oui. Faut pas prendre un grand repas. Et alors, une fois qu'on a mis la péridurale, parfois, on sent... on peut, normalement, ça dépend si on a une péridurale ambulatoire. Mais souvent, sinon, on ne peut pas vraiment se lever du lit. Ou alors, il faut appeler la sage-femme, voir un peu. Et on sent plus toujours si on doit uriner. Et donc, du coup, on a une petite sonde alors? Alors, parfois, la sage-femme, elle fait quand on l'examine, elle fait un petit sondage pour vider la vessie. Parce que quand la vessie est trop remplie, ça peut entraver aussi la progression du travail. Donc mais ça, les sages-femmes, elles ont l'habitude. Donc elle gère à ce moment-là. Elle gère à ce moment-là. Ok. Et tu parlais de périambulatoire. C'est quoi la différence, du coup? C'est que c'est un peu moins dosé? Ouais, donc c'est moins dosé, mais finalement, maintenant, ce qu'on fait dans notre hôpital, ce serait les mêmes concentrations. C'est juste qu'il y a un protocole où on permet à la patiente de se lever, de déambuler un petit peu dans la pièce, mais toujours accompagnée pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute. Et d'un peu se mobiliser et pas rester au lit pendant tout le reste du travail, quoi. Donc ça se fait pas, je pense, dans tous les hôpitaux, donc ça faut voir avec. De moins en moins fréquent, il faut poser la question. Faut poser la question. Mais enfin, maintenant avec les péridurales qu'on fait, du coup, même si on peut plus marcher, au moins on peut se mobiliser dans le lit. Oui, tu peux quand même rester actif. On peut être actif, on peut se mettre un peu à 4 pattes, je pense, sur le côté, etc. Alors qu'avant, quand tu dormais, on était couché sur le dos un peu tout le reste du travail, quoi. Ok. Est-ce que tu penses à d'autres questions qu'on t'a déjà posées? Non, enfin les risques de la péridurale, donc les effets secondaires, ce qu'on peut avoir qui est assez courant, c'est on peut avoir de l'hypotension transitoirement à cause de la péridurale. Alors que ça, souvent, ça se manifeste par des nausées ou des vomissements. On ne se sent pas très bien. Donc ça, il faut appeler la sage-femme ou quoi pour qu'on vienne aider, parce que nous on a des médicaments pour traiter ça rapidement. Et aussi, faut se mettre sur le côté gauche pour diminuer le risque d'hypotension une fois qu'on en a une. Comme autre effet, on peut avoir du prurite, des sensations de grattement, parce que dans la péridurale, on met
un produit opiacé. Et ça peut provoquer une sensation que ça gratte au niveau de la peau. Ça, c'est un effet qui est assez fréquent, mais qui disparaît après la fin de la péridurale. Comme autre effet qu'on peut avoir si la péridurale dure très longtemps, mais c'est surtout lié à l'accouchement. On peut avoir un peu de fièvre, mais sans que ce soit de l'infection. Et alors, ça c'est plutôt apparemment un effet secondaire, mais les risques de la péridurale, il y a un risque si on va trop loin avec l'aiguille, on fait un petit trou dans la durmère, donc c'est ce qu'on appelle une brèche durmérienne. Et alors on peut avoir un peu de fuite du liquide céphalorachidien après l'accouchement. Et ça se manifeste par des douleurs dans la tête quand on se met debout. Et alors là, parfois, ça passe tout seul. Et parfois, on doit refaire une péridurale pour boucher le trou avec un peu de sang qu'on doit prélever. Alors ça, c'est quand même rare. On estime ça à 1,5% des péridurales. Ah oui, pas beaucoup. Voilà. Et du coup, ça, le symptôme, ce sera les maux de tête. Ouais, les maux de tête après l'accouchement, surtout quand on se met assis ou debout. Ok. Parce que alors quand on se met debout, il y a plus de liquide qui sort. Okay. Et alors ça fait une traction un peu sur les méninges et ça fait des maux de tête. Donc d'abord, on donne des antidouleurs, il faut rester un peu couché. Et puis si ça ne va pas, on doit refaire une péridurale et mettre du sang pour boucher. Parce qu'en fait, c'est un petit trou dans la durmère où le liquide sort. Et c'est ça qui provoque les douleurs à la tête. Et donc on doit reboucher le trou en fait alors. Et donc le sang, c'est pour venir un peu coaguler, ouais, c'est un reboucher, patch. On appelle ça un blood patch, c'est un patch de sang. Ça coagule le trou. Ça marche dans 70% des cas. Parfois, on doit en refaire un deuxième. Mais souvent, ça finit par aller. C'est 1% ou 1,5% des péridurales. C'est très peu. Alors, il y a autre chose aussi. Donc, la péridurale, ça ne fonctionne pas non plus dans 100% des cas. Donc, parfois, ça fonctionne plus. Parfois, ça ne fonctionne pas du tout. On doit recommencer. Okay. Parfois, ça fonctionne, mais c'est que d'un côté. Alors, on doit parfois mobiliser un petit peu le cathéter ou tourner la patiente sur le côté et remettre du produit pour que ça aille de l'autre côté. Et alors, ça, voilà. Donc, parfois, ça fonctionne moins bien, mais on essaye d'ajuster, de faire en sorte que la patiente soit quand même soulagée. Et donc, ça, c'est 1 sur 10 à peu près, quand même, où on doit ajuster un peu. Ouais. Ça, on peut, remobiliser la patiente, on peut ajuster pour le moment. Quoi. Donc, ça ne fonctionne pas à 100% du premier coup, ça arrive aussi. Voilà. Et là, les risques plus graves, c'est si on est dans un vaisseau sanguin qu'on ne l'a pas remarqué, qu'on met une intoxication aux anesthésiques locaux, ça peut être embêtant. Et alors, si jamais on avait des problèmes de coagulation qu'on n'a pas vus, mais même sur des problèmes de coagulation, le risque est faible. On peut avoir ce qu'on appelle un hématome périmédulaire, alors ça peut comprimer les nerfs, on peut avoir des lésions nerveuses. Mais ça, la fréquence, j'avais vu un peu ici, c'est 1 sur 200 000. Oui, donc okay. Voilà, il y a des complications qui sont très anecdotiques. Les paralysies, c'est 1 sur 300 000. Enfin, c'est vraiment. Oui, puis comme tu disais, il y a une différence entre. On n'en parle même plus, quoi. Ça n'arrive jamais. En fait, moi, j'ai jamais vu ça. Les méninges, les infections liées à la péridurale, c'est 1 sur 100 000 aussi. Ça n'arrive jamais. Extrêmement rare, en fait. Donc, ça existe les risques, mais ils sont très, très rares. Très rares. Et comme tu disais, il y a la péridurale d'il y a très longtemps et puis maintenant, c'est pas la même chose. Et ça continue à se développer. Ouais. Oui. Et alors aussi, on nous demande parfois on peut avoir des douleurs au dos après l'accouchement à cause de la péridurale. Toutes les études, elles ont montré que non, c'était pas en lien. Maintenant, les douleurs lombaires après l'accouchement, c'est très fréquent. Oui. Mais ça n'a pas été montré qu'il y avait une corrélation avec s'il y avait une péridurale ou pas. Donc. Ah, ça, c'est très intéressant. Ouais, ça peut être lié au fait d'avoir accouché ou à la position pendant l'accouchement qui était un peu longue ou quoi. Mais ce n'est pas le fait d'avoir mis une péridurale qui aggrave ou qui provoque des douleurs lombaires. Très intéressant, ça. Ouais. Ok. Oui, et le cathéter, au final, que vous laissez, il fait quoi en diamètre? En diamètre approximativement, c'est très petit, en fait. C'est quelques millimètres de diamètre. Oui, c'est ça. C'est vraiment minuscule. L'aiguille, c'est 18 gauche. Donc, je ne sais pas la taille du cathéter, ça je peux regarder. Non, mais approximativement. Mais en fait, c'est pour se dire qu'il n'y a pas de raison que ça fasse mal au lombaire. 2-3 millimètres, je dirais. Oui, c'est ça. Ouais. L'aiguille ne reste pas parce que non, l'aiguille elle est plutôt grosse pour une aiguille, mais elle ne reste pas quoi. On l'enlève directement et elle ne provoque pas de dégâts normalement. Ouais. Parce que les gens ont peur de la paralysie, il y a cette fameuse croyance. Non, on est bien d'accord, on n'est pas du tout au même endroit. On peut oublier, ouais. Ouais, c'est intéressant ça effectivement. Ouais. En plus l'endroit où on fait la péridurale, c'est bien plus bas que la fin de la moelle épinière de toute façon et on va de toute façon pas jusqu'à cet endroit-là, donc normalement. Ouais, donc il n'y a pas de risque.
tout à fait. Ok, super. Et du coup, dans quel cas on doit faire, comment ça se passe? Parce qu'il y a certains, évidemment c'est rare aussi, accouchements qui vont se passer en anesthésie générale. Ouais. Dans ce cas-là, elles vont... dans quel cas en général on se dit ok, on va passer en anesthésie générale? On vous appelle dans quel cas pour ça? Donc ça en général, c'est quand il y a c'est quoi? C'est une urgence vitale, enfin vraiment immédiate pour le fœtus, enfin le bébé. Si le bébé va très très mal ou que la maman va très 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 mal, qu'elle a une hémorragie sévère, qu'il faut sortir le bébé dans les 5 minutes. Là, on n'a pas le temps de faire une rachianesthésie ou une péridurale pour faire ça avec une patiente réveillée. Donc là, on doit endormir la patiente immédiatement. Alors souvent, c'est un peu dans la précipitation, etc. On essaye toujours d'expliquer et de rassurer la patiente, mais c'est vrai que là, c'est un peu impressionnant et ça va très vite. Ça, ou alors malheureusement, mais c'est rare, c'est quand c'est une césarienne qui n'est pas hyper urgente ou même programmée, mais où il y a un échec de l'anesthésie loco-régionale, quoi. Donc ça, c'est rare, c'est malheureux, mais c'est 1%, je dirais aussi, des cas où du coup on doit faire une césarienne sous anesthésie générale alors qu'il n'y a pas vraiment d'urgence, quoi. Il n'y a pas vraiment de raison. Ça peut arriver aussi. Mais plus rare. Mais c'est plus rare. Et du coup, de façon globale, à partir du moment où vous rentrez dans la chambre, ça vous prend plus ou moins combien de temps de faire cette péri? Une fois qu'on est dans la chambre, je dirais que ça dépend un peu de la facilité du geste et s'il y a beaucoup de contractions ou pas. Mais la péridurale en elle-même, le geste en lui-même, ça prend parfois 1 ou 2 minutes. Mais là, tout ce qui est préparation, discussion de la patiente, préparation, désinfection des mains, etc., pansement, puis injection du produit, ça prend facilement, je dirais, 1 demi-heure, quoi. Nous, on reste dans la chambre, je dirais, une petite demi-heure, quoi. Ouais, mais donc 1 ou 2 minutes, finalement, ça pourrait même être 5 minutes, c'est très peu. Donc c'est intéressant de se dire qu'en fait, parce que moi je retenais ça, ce moment où on nous dit faut pas bouger, malgré le fait qu'on a des contractions. Donc j'ai envie de dire, le premier conseil, c'est pas de la demander trop tardivement non plus, parce qu'il faut être capable de dire de vous écouter aussi, de comprendre les questions que vous posez, et puis d'être capable de supporter ces contractions qui peuvent parfois toutes les 2 minutes justement. Et donc je me dis la femme qui est en plein travail peut se dire j'ai 3-4 contractions à tenir, à pas bouger, à respirer, et ça va relativement vite. Relativement vite, sauf si nous on a du mal à trouver l'espace. C'est ça, ça peut durer plus longtemps. Mais bon, en général, ça va assez vite quand même. Ouais, c'est super, mais je pense que ça va leur donner pas mal d'infos, je pense, et de rassurer aussi. Parce que comme tu dis, on fait pas... Elle pourrait demander une consultation pré-anesthésie? Elle pourrait, alors il y a des... moi parfois, on voit parfois des femmes en consultation pour avant un accouchement. Avant une césarienne, on voit d'office l'anesthésie, ça c'est obligé, parce que c'est vraiment une opération, voilà. Mais on voit parfois des femmes en consultation parce qu'elles ont des problèmes et qu'elles veulent en parler à l'anesthésiste. Et moi, rarement, mais parfois on voit des femmes qui... viennent juste pour des questions sur la péridurale. Ce qui est chouette. Mais Ce qui est chouette. Après, si tout le monde faisait ça, ce serait un peu compliqué pour nous. On n'aurait plus le temps pour le reste. Mais oui, ça arrive. Alors, je pense que c'est important en tout cas de se renseigner avant avec les professionnels de la santé qui nous suivent pour la grossesse, quoi. Je pense qu'ils sont souvent quand même assez bien renseignés. Si vraiment il y a des questions... qu'on a vraiment envie de poser à l'anesthésiste, alors oui, éventuellement, on pourrait prendre un rendez-vous avant l'accouchement pour être sûr de discuter avec l'anesthésiste en question et qu'il explique bien exactement en quoi ça consiste, les risques, etc. Et puis être rassuré aussi. Pour être rassuré. Souvent, c'est ça, en fait. Mais souvent, je pense les sages-femmes ou quoi, elles expliquent assez bien parce qu'elles en mettent... tous les jours, et donc elles savent très bien ce que c'est aussi. Oui, tout à fait. Elles ont pu expérimenter ça. Et par rapport au ralentissement de travail, tu disais il y a longtemps on parlait de ça, mais que maintenant il n'y a plus trop. Clairement, ça ne prolonge pas la durée du travail. En tout cas, dans les études, ça ne change pas la durée du travail, ni de la deuxième phase de l'accouchement, donc vraiment la descente et l'accouchement lui-même, ça ne prolonge pas. Sauf si on fait avec les anciens protocoles où il y a vraiment tout qui dort très très fort. C'est ça. Alors là, comme la patiente, elle sent plus et elle a plus de force vraiment pour pousser, ça peut prolonger la durée de l'accouchement. Oui, ça c'est encore différent. C'est différent. Normalement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
voilà, normalement, ça n'est plus le cas. Donc c'est chouette. Merci de nous parler de ça, parce que c'est vrai qu'on ne suit pas toujours les évolutions et parfois ils ont des récits des grands-mères, des mamans. Et c'est vachement intéressant de voir qu'en fait, et c'est normal, dans la science et dans le médical, on évolue continuellement. Et donc c'est très très intéressant d'avoir apporté ces éléments. Pour la douleur du lombaire, par exemple, ça je ne savais pas du tout. Donc on se posait beaucoup la question, beaucoup de patients qui me posaient cette question-là. Super, écoute, un tout grand merci. Oui, avec plaisir. D'être venu. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? On a fait le tour. On a fait le tour. Oui, je pense aussi. Écoute, un tout grand merci d'être venu parler de tout ça. Je pense que effectivement, ça va intéresser pas mal de monde. Et puis éviter peut-être des consultations pré-anesthésie. En tout cas, elles ont un endroit pour avoir des infos. Et jamais hésiter à poser des questions aux gynécologues, comme tu disais, ou aux sages-femmes lors des consultations classiques. Si elles ont des questions, ces médecins-là ou sages-femmes peuvent déjà peut-être donner des informations. Et puis, vous donner des informations aussi quand vous venez, si on a moins le temps de discuter. Ok, très bien. Merci beaucoup, Merci Arnaud. beaucoup. Voilà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Moi, j'ai appris des choses. J'étais très heureuse de pouvoir échanger avec lui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par Insta. C'est vraiment le plus facile pour moi. Donc, mon Insta, c'est Happy Maternity Planner. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en MP si je peux vous répondre. Sachez qu'il y aura des prochains épisodes de podcast. Il y aura une interview, je vous spoil un petit peu, une interview d'une diététicienne nutritionniste pour la nutrition, notamment en périnatalité pour la maman. Ensuite, il y a des interviews prévues avec des gynécologues aussi, chacun dans leur spécialité. Et j'espère vous faire un podcast à un moment donné sur la fertilité aussi. Enfin voilà, plein de projets qui j'espère se dérouleront comme je le souhaite, comme ça je vous ai spoilé un petit peu. Mais voilà, vous avez vu, je ne suis qu'au début, j'ai envie de vous donner un max d'infos. Si y a un sujet que vous avez particulièrement envie que j'aborde, eh bien je peux toujours faire venir un expert et pouvoir communiquer à ce sujet-là pour que vous ayez toujours les bonnes infos. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il n'y a que vos choix si vous avez des informations éclairées et que vous savez où vous allez. Si votre podcast vous a plu, n'hésitez pas à me mettre 5 petites étoiles ou éventuellement à partager et vous abonner. Alors pourquoi ? Parce que simplement ça augmente la portée du podcast et ça nous permet en fait de transmettre toutes ces bonnes infos à un maximum de mamans. Je pense que ça peut être vraiment utile. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a un projet bébé ou une femme enceinte, n'hésitez pas à partager. Je pense vraiment que ça peut être hyper utile. En tout cas, moi, ça me fera très plaisir dans ma mission de pouvoir aider un maximum de femmes en périnatalité. Je serai très heureuse de voir que ce podcast est transmis petit à petit. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée, nuit. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent des fois la nuit. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez bien soin de vous et votre bonheur. Et je vous dis à tout bientôt.